Partie 2, le ciseau à relation. Oh là, le Alors attention, ce trait peut être très dangereux car il peut te pousser à ne voir les gens que comme des tremplins. Et pour l'illustrer, je vais utiliser le drama entre Cyprien et Squeezie comme exemple. Pour moi, Squeezie mérite pas d'être dans ces vidéos et comparé à tout cela. Et attention, je suis pas en train de dire il faut défendre Squeezie à tout prix. Il a dit au stream For Humanity, j'étais là, j'étais pas loin, j'étais juste à côté de lui. Il a dit les gars, c'est pas politique. Donc Squeezie et moi, on est proches, parce qu'on est tous les deux apolitiques. Depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. Cyprien. Non, mais ça, c'était bizarre quand même, cette phase-là, quand... Ah ouais, mais quel opportuniste, tu fais ça à ton meilleur pote, après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Ici, je vais pas juger si Squeezie a fait quelque chose de bien ou mal. Ce que je vais faire à la place, c'est de séparer l'acte de la personne. Ah, voilà. Comme avec Astérion. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Dreamax, il pleure comme une salope, non celui-là? Ah pardon, mais c'est une ref de sa vidéo, s'il voit, il verra. C'est lui qui l'a dit, je ne fais que faire une citation, c'était entre guillemets. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir, alors voilà, j'ai vu passer ça, je me suis dit, bah c'est pas mal pour ouvrir le début de soirée. Alors il va dire, voilà, les 5 traits toxiques qui produisent du très riche, j'imaginais qu'on pouvait faire ça de manière un peu ludique, parce qu'on va faire à chaque fois je vais faire un sondage sur chacun des points, vous allez dire est-ce que vous l'avez ou non. Alors, après il y aurait une moyenne de, ok j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, si vous avez les 5 et que vous n'êtes pas encore ultra riche, au moins ce serait une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez le devenir. Donc ça c'est plutôt pas mal déjà. Il a l'air d'un génie du mal là, mais vous inquiétez pas. Et si les personnes les plus admirées au monde devaient leur succès à leurs pires défauts? Steve Jobs, visionnaire et innovateur, mais dans la même pièce, il insulte et rabaisse publiquement ses employés. Ou Bien Elon sûr. Musk qui triche dans un jeu vidéo juste pour paraître meilleur que les autres. Ou encore Squeezie qui est arrivé au sommet en se servant de la célébrité des autres pour réussir. Waouh. Attends, il met le squeeze. Il met le squeeze dans le même panier que Steve Jobs et Elon Musk. Alors ça me choque par contre. Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin. Et ce ne sont que quelques noms. Squeezie, ça compte pas, il est peut-être ultra riche. Non, il est pas ultra riche, il est très riche. Il est pas mal riche. Mais il est gentil, on le voit là, quand il fait ses vidéos, il parle aux gens, il a l'air sympa comme tout. Mais c'est vrai, quand il a fait pleurer Cyprien, c'était... Ouais, là c'était un peu dur quand même. Toutes les personnes qui réussissent ont au moins un de ces traits. C'est obligé. Ce qu'on appelle leur démon, leur côté sombre. Alors, je vais mettre le pire. Le pire, c'est Steve Jobs, Elon Musk ou le Squeeze. Je vous assure que si c'est Squeezie qui gagne, c'est ciao kombucha. Moi, je me barre d'ici. J'adore ce gars. Regardez, il l'a mis, hein. Il est dans le même panier, hein. Vraiment dans le même panier, quoi. Avec, ça, c'est Tiger Woods, l'homme du golf. Et lui, c'est... Booba. Je sais pas qui c'est. Attendez, vous trouvez Squeezie pire que Steve Jobs? Il y a plein de gens, hein, vous avez rien contre Steve Jobs, quoi. Il y a 6 personnes qui ont dit le pire, c'est Steve Jobs. Bon, je savais qu'Elon Musk gagnerait, mais waouh. Steve Jobs, quand même, il a l'air de rien maintenant à côté. Mais c'était une autre époque. C'est une époque où il était dans les pires personnes. C'est vrai que maintenant, il fait pas le figure face à Elon Musk. Hein. C'est quoi le nouveau truc d'Elon Musk, là? Le nouveau truc méga cringe qu'il a fait? J'ai vu un truc aujourd'hui. Je sais plus. Partie 1. Ah! Le complexe de supériorité. La plupart des gens pensent qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Notamment, ceux qui réussissent pensent qu'ils méritent plus. Et devine quoi? Ils finissent par l'obtenir. Non, c'est pas le nazisme, ça va. Oui, voilà, c'est payer Bad Bunny pour qu'il s'appelle Good Bunny. Oh putain, c'est tellement gênant. C'est tellement gênant. Il se réveille, il a une blague comme ça. Et en plus, il y a un côté condescendant. On voit le truc, c'est un peu genre pour montrer j'ai tellement de pouvoir. Je vais essayer d'acheter des vannes et voir s'il va dire oui. Comme ça, en fait, je possède un peu les gens. Et il me cringe tellement. Plus quand il fait ça que le nazisme. Steve Jobs était vu comme un génie révolutionnaire de la technologie. Mais derrière cette image, il y avait quelqu'un de complètement différent. I used to work for Steve Jobs Ouais. in the early 90s, making all of his educational software. By the way, not a nice guy. He would say to a room full of people, Kevin, I don't give a shit. Je rigolais sur le nazisme, c'est une horrible chose, mais j'essaie de contrebalancer, en fait, j'essaie de me rebrander un petit peu à cause de tous les gens qui nous répondent, qui me traitent de woke, quoi. J'essaie un petit peu de donner un contre-truc pour brouiller les pistes, en fait. Mais bon, ça ne marche pas. And I said, Steve, Continue de me le you're dire. such an asshole. You have no idea what that sounds like. He says, no, that's how it is, Kevin. Now, are you making money with me? Am I your fastest growing? Donc là, il raconte, voilà, c'est un ancien employé de chez Steve Jobs, de chez Apple, qui dit c'était un connard, on connaît. Il me semble que I said, yes, Steve, that's true. He said, un créatif a fait une vidéo sur ça.
and do what I say. Et je sais ce que tu penses. Tu te dis, oh mais quel connard, imagine, il te crie dessus devant tout le monde, il se prend pour qui lui? C'est vrai, c'est complètement horrible et personne ne devrait subir ça. Mais crois-le ou non, Apple n'en serait jamais arrivé là si Steve Jobs n'avait pas son complexe de supériorité. T'en sais rien. Tu n'en sais rien. Dans le cas de Steve Jobs, tu ne peux pas devenir un révolutionnaire en te disant « Oh bah, C'était un révolutionnaire? j'espère que ça va marcher ». Non, tu dois être convaincu à 10 000% que tu as raison et que les autres ont tort, même sans preuve. Notre société actuelle récompense l'humilité et le respect des règles pour générer de la sympathie. Non. Mais le danger, c'est que si tu fais ça, ça enseigne à ton cerveau d'accepter la médiocrité. Et en plus, ce qui est vicieux, c'est que tu es récompensé par de la validation pour être comme les autres. C'est le piège parfait, être médiocre et se sentir bien dans sa peau. Et à contrario, ça je l'ai vu dans la vraie vie, Soyez médiocre. Hein. les C'est personnes mon qui combat. réussissent le plus s'autoproclament comme les meilleurs. Et ensuite, ils vont travailler comme des acharnés pour le prouver. Comme lui, quand il dit Mr. DreamHack number one in dev perso, il a un complexe de supériorité un peu. Et ensuite, il faut que tu apportes les preuves. Et cette pression sociale change complètement la manière dont tu te vois, parce qu'au lieu d'être une victime des circonstances de la vie, eh bien là, tu commences à prendre tes responsabilités. Au lieu de te dire « Ah, mais si mon projet marche pas, c'est Les normises. parce que j'ai pas d'argent, je suis pas dans le bon environnement, personne me soutient, je Ouais. connais personne. » C'est la faute des autres, voilà, ça c'est la faute de la société. Ça c'est les normises. Et je suis responsable de mon bonheur et de ma réussite. Ça c'est, Les algorithmes sont contre moi. Non, comment il va appeler ça? ça c'est un mindset de faible. Mentalité DreamHack, C'est ceux qui réussissent. il n'y a Pas de que nom. des solutions et personne ne viendra me sauver. Je suis responsable de ma vie de A à Z. Si aujourd'hui j'ai une belle vie, Merci. c'est ma responsabilité, c'est grâce à moi. Merci DreamHack. Vous voyez, il a raison. Donc ça sert à rien tous vos trucs là, la politique. Tous vos trucs là, je continue, hein, j'essaye de... Vos manifestations, voilà, non. Vous êtes responsable de votre bonheur, alors maintenant, vous arrêtez de critiquer Macron et vous lancez un business en ligne tout de suite. Vraiment, par contre, question. Qui estime qu'il a... Donc ça, c'était le premier point qu'il a dit, c'est le complexe de supériorité. Qui estime qu'il a un complexe de supériorité? Moi, c'est quelque chose que je déteste beaucoup. Alors, je vous aime bien quand même si vous l'avez, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est quelque chose qui est généralement un des trucs dans le top des choses qui peut me faire ne pas apprécier une personne, au point que j'ai tellement pas envie d'avoir ça qu'au point que moi je valorise le fait d'avoir potentiellement, je sais pas si j'ai ça, mais un complexe d'infériorité, enfin en tout cas d'énormément me rabaisser, de me haïr, etc. machin. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu soigner, c'est très important pour moi. Je trouve que c'est un mindset qui est bien à avoir, justement, c'est quelque chose que je vais avoir tendance à valoriser. Alors je pense que le truc sain, c'est d'être entre les deux, hein, de s'apprécier raisonnablement, etc. Mais même s'apprécier raisonnablement, je trouve ça de mauvais goût. Pour moi-même, là, de nouveau, maintenant quel cadeau que s'apprécier raisonnablement, je dirais cool, nickel. Trop s'aimer, bof. Il y en a quand même, il y en a quand même, il y en a quand même. Après, est-ce qu'on compte que c'est ça quand juste tu sais estimer dans quoi t'es doué, tu dis oui, dans ça je suis bon? Non, c'est là, c'est plus savoir où sont tes forces, tes faiblesses. Truc de supériorité, il y a un peu l'espèce de truc de base de considérer que t'es vraiment meilleur que Sardoche, par exemple, qui dit de manière avec énormément de sang-froid, oui, je suis plus intelligent que la moyenne de l'humanité. Eh bien, oui, bon exemple. Bon, je trouve ça exécrable. Il y a deux choses souvent. Quand les gens s'estiment eux-mêmes intelligents ou quand les gens s'estiment eux-mêmes beaux ou belles, ça peut me mettre mal à l'aise. C'est un mécanisme de défense psychologique par lequel les sentiments de supériorité d'un individu comblent ses sentiments d'infériorité. C'est pas juste se prendre pour le meilleur. Faut nuancer, les gars, s'il vous plaît. Ah, tu crois que le complexe de supériorité ne vient uniquement que quand justement tu te sens inférieur et que tu utilises ça pour un peu boum boum je pense qu'il y a des gens juste, ils ont extrêmement confiance en eux et puis du coup ils se considèrent comme meilleurs que la plupart des gens et voilà quoi. Tu vois, genre j'ai mieux compris les choses, voilà. Il y a sûrement les deux. Il y a sûrement les deux. 16%, ok. Non, je déteste pas si vous avez ça, hein. C'est une blague. C'est juste que de manière directe dans une interaction de la vie de tous les jours, oui, quelqu'un qui vraiment a ce truc, mais là où ça devient méprisant envers les autres, quoi. Il est un peu comme ça, on a déjà vu DreamHack, c'est un peu comme ça sur les normistes, les machins, qu'il disait lui-même, aux normistes, moi je me présente comme étudiant en machin, et à ceux qui en valent la peine, je me présente comme créateur de contenu et tout ça. En fait, moi c'est la notion d'élitisme que j'aime pas. Donc c'est le côté, si quelqu'un se considère supérieur à qui que ce soit, de base, c'est gênant, c'est bizarre en fait. Ça n'a pas à avoir lieu, personne n'est au-dessus de qui que ce soit, personne n'est en dessous de qui que ce soit, tu vois, voilà. Pour moi, c'est la base. Donc ça peut être énervant si quelqu'un te parle en disant machin, avec ce côté un peu pédant supérieur, ça peut m'énerver. Beaucoup de gens savent faire genre qu'ils ont beaucoup confiance en eux, mais en fait, complexe d'infériorité. Et supériorité, c'est la façade d'une même pièce. Ok, t'es psy, toi.
Et les gens qui réussissent le mieux savent également qu'ils auront toujours besoin des autres pour avancer. Mais savent tout aussi bien qu'en se détachant des mauvaises personnes, ça peut être encore plus puissant. Ce qui nous amène au trait suivant. Partie 2, le ciseau à relation. Oh là, Alors attention, ce trait peut être très dangereux car il peut te pousser à ne voir les gens que comme des tremplins. Et pour l'illustrer, je vais utiliser le drama entre Cyprien et Squeezie comme exemple. Pour moi, Squeezie mérite pas d'être dans ces vidéos et comparé à tout cela. Et attention, je suis pas en train de dire il faut défendre Squeezie à tout prix. Il a dit au stream For Humanity, j'étais là, j'étais pas loin, j'étais juste à côté de lui. Il a dit les gars, c'est pas politique. Vous avez vu, je suis l'actu, j'ai vu entre temps le. Donc Squeezie et moi, on est proches, parce qu'on est tous les deux apolitiques. Squeezie et Cyprien étaient les meilleurs amis du YouTube français, à tel point qu'ils avaient créé une chaîne YouTube ensemble qui était un vrai carton. C'est pour ça que tout le monde a été surpris d'apprendre que Squeezie avait complètement retiré Cyprien de sa vie pendant 2 ans. Depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. Cyprien. Non, mais ça, c'était bizarre quand même, cette phase-là, quand... Ah ouais, mais quel opportuniste, tu fais ça à ton meilleur pote, après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Ici, je vais pas juger si Squeezie a fait quelque chose de bien ou mal. Ce que je vais faire à la place, c'est de séparer l'acte de la personne. Ah, voilà. Comme avec Astérion. Il a fait ce que la plupart des gens ont peur de faire, même s'ils savent qu'au fond, c'est nécessaire. Il a coupé les ponts. Et personnellement, ça a toujours été difficile pour moi de couper les ponts avec les gens parce que j'ai toujours l'impression que c'était malhonnête. Parce qu'après tout, la plupart d'entre eux, c'était des bonnes personnes. Donc le deuxième point, le trait toxique qui produit les ultra riches, c'est savoir couper les ponts. C'est juste que concernant notre futur, eh bien c'était désaligné. Et pour couper les ponts proprement, j'ai dû trouver une manière pour rendre ça plus digestible. Attends, mais lui il s'entraîne, il dit non mais moi j'étais faible sur cet aspect-là, j'avais pas ce trait toxique d'ultra riche là, donc j'ai dû m'entraîner à couper les ponts. Mais attends, mais des Mister D-Max là, qu'est-ce qui se passe? Cette méthode, je l'ai appelée le cadran relationnel. Et voici comment ça fonctionne. On a une matrice de 2. L'axe X, c'est l'énergie de fatigant à énergisant. Et l'axe Y, c'est la croissance, de stagnant à croissant. Et pour chaque personne que tu fréquentes le plus, tu vas les catégoriser comme ça. C'est terrible! En bas à gauche, fatigant plus stagnant. Oh non. Eh ben. Et même moi qui ne prends pas beaucoup soin de mes relations sociales et tout, j'aurais honte, même si personne ne le savait, de faire un petit tableau comme ça, hein, Mister Dreamax. Roro tout en bas à droite. Tout en bas à droite parce que je suis énergisant et stagnant. Je suis énergisant et stagnant. Ok. Ce sont eux qui vont te tirer vers le bas et c'est avec eux qu'il faut couper les ponts, même s'ils sont gentils. Se plaint tout le temps mais ne fait rien pour changer. Ouais, moi je fais ça. Non mais ça c'est clairement tous les gens. C'est juste que lui il est que avec des entrepreneurs et tout, mais en fait des gens qui se plaignent et qui font rien pour changer, c'est quand même la majorité des êtres humains. Et quand tu lui demandes, bah toi, qu'est-ce que t'as fait pour réclamer une augmentation? Il te dit, ah non, bah j'y pense, mais j'attends un peu, je vais voir s'il va changer. Heureusement, j'ai pas d'urgence. Ils se plaignent tout le temps, ils ont même pas envie que tu leur apportes une solution, ils veulent juste partager leur malheur. Ces gens-là collectionnent les problèmes comme d'autres collectionneraient des timbres. Donc pour ces personnes-là, on prend le ciseau à relation et squick. C'est pour ça que j'ai plus personne dans ma vie. En bas à droite, on a les personnes énergisantes mais stagnantes. Personne fun mais qui te met pas à l'épreuve. Ouais, c'est vrai que je suis là, non, mais si, je suis là. Mais attends, il faut mettre les autres à l'épreuve? Non, mais en tout cas, Roro, dans les streams, oui, c'est vrai que je peux être là, voilà. Dans la vie, je sais pas ce que je suis, hein. On sait rien, mais heureusement que le peu de gens que je connais encore, ils ont pas les ciseaux à couper les relations. Et c'est pas eux qui vont te mettre à l'épreuve. Tu sais, c'est ce genre de pote qui te dit « Ah mec, t'es jeune, te complique pas autant la vie et t'as tout le temps devant toi. » Tu peux garder contact avec ce genre de personnes uniquement pour recharger ta batterie sociale, mais ne compte pas sur eux pour te faire grandir dans la vie. Alors que lui, il faut que ce soit tes proches qui te fassent grandir. Ah oui, c'est le fameux truc, tu es la somme des 5 personnes les plus proches de toi, donc il faut traîner avec des winners si tu veux être un winner. On a les personnes épuisantes et orientées croissance. Ce sont des personnes avec qui tu peux t'améliorer, mais qui sont constamment négatives dans le processus. Ils disent des trucs du style « J'aimerais perdre du poids, mais c'est impossible, j'ai pas la bonne génétique. » Ou encore « J'aimerais me lancer sur les réseaux sociaux, mais je suis trop timide. » C'est la même chose que là. Oui, donc au lieu de se plaindre, il parle de la solution, mais il le fait quand même pas, il l'applique pas, quoi. Ils veulent évoluer, mais aussi ils peuvent t'épuiser avec leur pessimisme. Pareil, tu peux garder contact avec ce type de personnes, mais limite les interactions. Et enfin, en haut à droite, là c'est les meilleurs, ce sont les personnes énergisantes et orientées croissance. C'est la zone dorée. J'ai pas envie de traîner avec eux, moi. Ils sont pas forcément les plus drôles, les plus amusants, mais quand tu commences à traîner avec eux,
ils vont pas te déconcentrer. C'est cette personne qui va directement te dire pas ce que tu aimes entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Mais c'est une drôle de vision des relations sociales, quoi. C'est-à-dire qu'ils doivent t'apporter un truc qui te fait grandir, alors que techniquement, si on suit leur logique de t'es responsable de ton bonheur et tout, limite tu fais ça toi-même dans ton coin, et puis en fait les gens c'est plus un petit divertissement à côté, quoi. Et c'est ça les vrais amis. Ces personnes-là sont super rares, mais si tu la trouves, garde-la précieusement dans ta vie. C'est pourquoi il faut que tu recherches activement ce type de personne. Si possible, vois littéralement ces relations comme un investissement. Et à vrai dire, t'inquiète pas que ces personnes-là seront tout aussi sélectives que toi. Et si tu n'as rien à leur apporter... Et tu rencontres une personne qui est en train de faire le même tableau. C'est dingue. Et attends, mais tu te mettrais où? En haut à droite, putain, moi aussi. Pareil. T'as vu ça sur Dreamax? Oui, sur la vidéo de Dreamax. Mais donc son deuxième point, c'était en gros, il faut avoir les ciseaux sociaux. Il faut facilement, savez-vous, facilement couper les ponts avec des proches. Oui, non. Voilà. Voir si vous avez le deuxième trait ou pas. Mais moi, je dirais que c'est compliqué. En fait, je crois que je sais le faire facilement, mais que j'aime pas le faire. Et je veux pas facilement le faire. Enfin, je veux pas de moi-même couper ces trucs-là. Mais par contre, si ça arrive, ça va. Mais moi, de base, je coupe pas les ponts, quoi. Si les ponts ont été coupés, ça vient pas de moi. Mais ce sera tout à fait accepté sans problème. Donc c'est pas un oui. C'est quand même un oui. Et je suis pas proactif. Parce que je suis pas dans le haut à droite du truc. Et étape 3, place-toi où l'excellence est normale. Et puis lui, il croit qu'on a le luxe de choisir en plus ses amis, de se dire il y en a suffisamment pour que je puisse en enlever, j'en trouve des mieux et tout. Écoute, moi ceux que j'ai, c'est juste ceux qui restent. Hein. C'est juste ceux qui restent. On fait avec ce qu'on a. Mais moi, il n'y a aucun entretien en fait. C'est juste, je n'entretiens rien. Je ne laisse jamais sentir aux gens que je les apprécie. Je prends pas de nouvelles. Je propose jamais rien de manière proactive. Et restent ceux qui restent malgré tout ça. Parce que moi, mon critère, c'est être accepté comme je suis sans que je fasse le moindre effort. C'est ça le critère pour moi d'appréciation d'une personne. Je me dis, waouh, c'est fou, vraiment, j'en fous pas une. J'ai vraiment un mauvais ami et la personne reste. Putain, ça fait vraiment plaisir, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de couper des ponts avec des amis proches du jour au lendemain, mais c'était soit parce qu'ils m'avaient fait de la peine gratuitement, soit parce que je me sentais que j'étais la seule à maintenir le lien. Ouais. Mais du jour au lendemain, c'est comme une rupture, quoi. Parce que moi, je trouve que les choses, peut-être avec les gens que tu connais, ça se fait lentement, en fait, progressivement. C'est juste, tu remarques un jour. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles de cette personne. Mais les trucs du jour au lendemain, comme une rupture, mais d'amitié, c'est vrai que il paraît que ça existe, mais j'ai jamais trop. C'est pas dans. Ça arrive aux gens. On peut réfléchir longtemps et agir du jour au lendemain. Oui, mais non, mais ça veut dire que vous envoyez un message de rupture à des amis, c'est vraiment cringe, non? C'est déjà toutes les ruptures, c'est gênant, mais donc là, c'est genre un pote ou quoi, et tu dis oui, voilà, je ne souhaite plus être ami avec toi. Ça fait. Ça fait vraiment un peu 12 ans, quoi. Oui, voilà, ghosté au moins, s'il vous plaît, quoi. Un peu de respect. Merci pour les réponses au sondage. Et franchement, c'est du quasi 50-50. Hein. Il y a un peu plus de oui, là. Retenez, hein. Après, je ferai une moyenne de combien vous en avez eu. On a eu 2, là. Partie 3. Ils sont prêts à tout pour gagner. Prêt à tout pour gagner, d'accord. Les sacrifices, ouais, d'accord. Elon Musk est admiré comme le génie qui a révolutionné les voitures électriques et l'exploration spatiale. Mais en vrai, c'est aussi un gamer. Et ce qui vient de se passer il y a quelques mois, c'est assez marrant. Parce qu'il aurait payé des gens Ça a été avéré, ça, vraiment, que c'était pas lui, du coup. pour jouer à sa place et pour qu'il figure dans le classement mondial des meilleurs joueurs Pass of Exile et Diablo 4. Pass of Exile. Soyons honnêtes, on pourrait se dire oh, sérieusement, le mec qui dirige Tesla et SpaceX, il triche comme un gamin de 12 ans. Bah ouais, c'est pathétique et c'est marrant à la fois. Parce que derrière ce comportement ridicule se cache quelque chose de bien plus profond. Regarde les étudiants qui trichent aux examens en pensant qu'ils optimisent le système. Ou encore des employés qui s'attribuent le travail des autres parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Ça, c'est de la mauvaise triche. Mais voici comment ceux qui réussissent font différemment. Eux, ils questionnent le but derrière ces règles et au lieu de les casser aveuglément, ils trouvent des solutions créatives qui servent l'intérêt de tout le monde et pas juste les leurs. Non, c'est pas vrai. Ils optimisent dans les limites de l'éthique pendant que les autres suivent des systèmes dépassés. Dans l'exemple de Musk avec ses jeux vidéo, il a optimisé son temps, créé un emploi pour quelqu'un et atteint son objectif plus efficacement. Trimax. Il est en train de dire Elon Musk c'est un génie parce qu'il a menti, il a fait semblant, mais en fait il a payé, il a créé de l'emploi avec quelqu'un qui a joué à sa place pour de faux. Ah non, tu peux pas là, ça n'a plus de sens là. Au lieu de passer 8 heures par jour à farmer sur des jeux vidéo, il a utilisé ces 8 heures pour diriger ses entreprises. C'est juste de la délégation appliquée au gaming. Oh, la mauvaise foi est très présente. Maintenant,
Comment tu fais ça sans devenir un Machiavel manipulateur? Ouais. Voici le framework. Déjà, première étape, t'identifies le vrai objectif derrière la règle. Identifie le vrai objectif derrière la règle. Ouais. Ah, genre, il y a une règle. La notion de comment contourner, en tout cas, une règle. C'est ça la notion. Parce que c'est quoi le point qu'il a dit, en fait? Il l'a nommé comment, ce point, le troisième point? Oui, être prêt à tout pour réussir. C'est-à-dire dépasser aussi les règles, ce qui est permis ou non. Ouais, mais c'est compliqué à résumer en un truc, ça. Être prêt à tout pour réussir. Même, ouais, c'est ça. Même tricher, quoi. Est-ce que cette règle te protège de quelqu'un? Est-ce qu'elle maintient l'équité ou bien est-ce qu'elle existe juste par habitude? Ensuite, deuxième étape, tu trouves une solution créative pour atteindre le même objectif, mais en mieux. Comment je peux servir le but de cette règle de façon plus efficace? Et enfin, troisième étape, teste si ça crée de la valeur pour tout le monde et pas juste pour toi. Si ton optimisation nuit aux autres et au système, alors c'est de la triche, pas de l'intelligence. Ouais, c'est de la triche, pas de l'intelligence si ça nuit aux autres et au système. Trouve une solution créative pour atteindre le même objectif, mais en mieux. Ok. Je vais le formuler comme ça. Êtes-vous prêt à tout pour réussir, même contourner les règles? Oui, non. J'adore Dreamax. La différence entre optimiser et tricher, c'est simple. L'optimisation améliore le système pour tout le monde, alors que la triche détruit la confiance et nuit aux autres. L'un construit des ponts et l'autre des murs. Et quand tu commences à penser comme ça... J'aime bien quand il dit des citations. C'est l'homme aux citations, hein, quand même, Dreamax. Tu te rappelleras toujours de son short où il dit vas-y, lève la main, et puis vas-y, lève-la plus haut. La question, c'est pourquoi tu t'es pas donné au maximum au départ? La plupart des règles ne sont qu'en réalité des suggestions déguisées. Et ceux qui réussissent vraiment, ce sont ceux qui les questionnent intelligemment au lieu de les suivre aveuglément. Chercher la clarté dans tes objectifs est absolument crucial, mais tes objectifs resteront des rêves si tu n'es pas prêt à te salir les mains pour les accomplir. Ah, il y a beaucoup de noms. Prêt à tout pour réussir, même contourner les règles. Pas mal de noms quand même. Attends, c'est vaste, hein. On peut imaginer tout réussir, même contourner les règles. Ah oui, parce que vous voyez direct l'aspect peut-être ne pas être éthique. Alors que pour moi, je peux y voir le côté un peu le challenge de rester dans les clous, mais d'arriver à trouver un petit hack, de trouver une petite situation, mais c'est vrai, un petit twist, un petit truc, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'il dit. Partie 4, ils aiment être stressés. Non, on sait toujours pas qui c'est, lui. Ils aiment être stressés. Bon, bah là, clairement, on va être... voilà, là, celui-là, je peux répondre sans hésitation. Et je vais d'ailleurs mettre direct la question, on enchaîne direct. Aimez-vous être stressé? Non, on va le laisser développer, parce que je vois pas, quand il dit ça comme ça, je vois pas qui aimerait. On va pas se mentir, toutes les personnes qui connaissent David Goggins ont pensé au moins C'est David Goggins, lui? une fois que ce gars-là était complètement fou. Il court des ultramarathons jusqu'à avoir les genoux en miettes, s'entraîne jusqu'à Quelle l'épuisement horreur. total et ne jure que par le stress. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est célébré comme l'homme le plus dur mentalement au monde. Mais cette obsession à vouloir toujours repousser ses limites, c'est aussi un trait toxique. Doit être un mec, un milliardaire, enfin, un entrepreneur, voilà. Un coach américain connu, je sais pas, David Goggins, un ancien membre de la Navy SEAL Team, waouh, attendez, c'est dingue, et seul membre des forces armées américaines à avoir suivi et réussi la formation des Navy SEAL, le seul membre des forces armées américaines à avoir suivi et réussi, quoi, tous les autres de la Navy SEAL, ils ont pas réussi la formation, c'est pas clair. L'école des Rangers, de l'US Army, pas les Power Rangers, rien à voir, hein. Sinon ça serait le vert. Il a aussi participé à plusieurs opérations durant la guerre d'Irak. D'accord, c'est un gars qui fait plein de sports, quoi. Il est également un athlète de haut niveau dans plusieurs disciplines. Il a notamment participé à plus de 60 ultramarathons, triathlon, ultra-triathlon. Non mais allez, c'est quoi l'ultra-triathlon? En établissant des nouveaux records régulièrement. Et il détient le record mondial de traction en prise nodation. Et lui, il fuit vraiment quelque chose, hein. Alors lui, vraiment, il aime pas être seul avec lui-même et il veut vraiment concentrer son esprit sur autre chose, là. Moi, ça m'inquiète. Je m'inquiète pour lui, en fait. The fittest man in America. Waouh. Eh ben, enfance et adolescence, lacune scolaire. Quand sa mère fut la violence de son père, voilà, c'est ça. Et j'ai eu pareil. Et est-ce que moi, je suis dans les Navy SEAL? Non. Alors arrête, calme-toi déjà. Hein, déjà, arrête de chialer, pour commencer. Non, respect David Goggins, bravo. Il me stresse rien que par son existence, mais... Juste pour prouver que tu peux encaisser plus que les autres. C'est de l'addiction à la souffrance déguisée en discipline. Et personnellement, j'aime bien l'expliquer par la métaphore du charbon et du diamant. Ah, c'est parti pour la métaphore du charbon et du diamant. Ah, Mr. Dreamax, number one in dev perso, on l'adore. En vrai, les deux sont faits de la même matière, le carbone, mais la seule différence,
c'est la pression. Et aujourd'hui, la plupart des gens fuient la pression comme la peste. Ils voient ça comme un défi et se disent « Oh, comment je peux éviter ça ?» Alors que les gens qui réussissent, eux, ils voient ça comme une opportunité pour grandir. Ils se demandent « Comment je peux me préparer à ça ?» Ouais, d'accord. La pression dans le sens, ça fait de l'adrénaline, je suis dans une situation de danger, il faut que je batte, il faut que je surpasse ça, ce genre de choses. Ouais. Ça pouvait être des moteurs pour que je fasse des trucs dans ma vingtaine et tout, mais aujourd'hui, je suis fatigué. Maintenant, j'avoue que j'adore ne jamais avoir de pression. Je remarque que moins j'en ai et plus tout est chill et plus j'ai le temps de tout faire, juste plus je suis heureux, quoi. Maintenant, tout le monde fonctionne pas pareil, hein. Et plus tu peux encaisser, plus tu vas encaisser. C'est mathématique. Mais attention, pour supporter cette pression, ce stress, il faut bien distinguer le stress qui est bon. Ouais, maintenant que c'est... Ah voilà, maintenant j'attendais qu'il finisse son développement pour faire le sondage, mais aimez-vous être stressé sous pression? Oui. Non. Squeezie. Et le stress qui te détruit. Le stress constructif a un but clair. Il a pour but de planifier et contribuer à quelque chose de plus grand. Je comprends. Et c'est vrai que toute une époque, j'étais pas contre le stress constructif. Ouais, je peux comprendre qu'à certaines périodes de la vie, c'est pertinent. Je peux le comprendre. C'est vrai que ça te pousse un petit peu à faire des trucs et tout ça, mais bon, au final, on n'en a pas besoin, en fait. C'est une illusion. Alors, comment faire la différence entre le bon stress et le mauvais stress? Déjà, pose-toi 3 questions simples. Première question. Ouais. Est-ce que cette pression va me rendre plus fort plus tard ou bien est-ce que je vais juste me brûler? Et pourquoi il faut toujours être plus fort? Moi, ce sera toujours ça qui me fascinera. Pourquoi ils doivent toujours être meilleurs, être plus forts? C'est bon, en fait. Moi, vous êtes super comme vous êtes, hein. Alors, devenir meilleur peut-être pour essayer de peut-être, voilà, je sais pas moi, ne pas avoir un mauvais impact sur les autres personnes. Parce que limite, c'est une responsabilité quand on fait partie pour faire société. L'expression faire société. Mais bon, s'élever soi-même tout seul pour accomplir tes trucs, bon, final. Est-ce que j'ai bien planifié mon repos, ma récupération après un stress? Et troisième question, est-ce que ce stress me permet de servir un objectif plus grand que moi? En plus, à chaque fois, c'est même pas sur lui-même. Il n'y a même pas le fait d'assumer que c'est complètement égoïste, quoi. Il veut à chaque fois faire un super-héros, tu sauves le monde, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment sous pression ici. 12%, un peu comme les 16% du début avec le complet de supériorité. Vous voyez, il y a quand même 10 à 15% de potentiel ultra riche dans ce chat, hein. Et clairement, vous l'êtes pas tous, sinon il y aurait plus de subs. Il y en a une fois qui est passé, qu'on a offert 200. Pour moi, lui, il répondait à tous les trucs, c'est sûr. Ton succès est directement corrélé à la quantité de pression que tu peux supporter. Et cette tolérance-là, elle s'entraîne, exactement comme de la musculation. Déjà, commence petit, choisis une situation inconfortable que tu évites habituellement, une conversation difficile, un projet challengeant, une compétence que tu veux apprendre, et au lieu de l'éviter, eh bien, planifie comment tu vas l'aborder. Et vraiment, si tu veux augmenter ta tolérance à la bonne pression, il faut que tu sortes de ta zone de confort. C'est vrai qu'il faut le faire. Non mais, c'est super la zone de confort, mais... Parce que la zone de confort, c'est la zone de con qui se croit fort. Ouais, j'ai rien dit, il faut rester dedans. Faut rester dedans. Et il est vraiment fort à chaque fois en... Il faut le faire, mais à son rythme. Moi, je trouve qu'eux, il faut se mettre en danger, et puis du coup, t'as pas le choix et tout. Pour moi, c'est par petits pas. Il faut de temps en temps sortir de sa zone de confort, mais c'est juste en apprenant un nouveau truc, en découvrant un nouveau petit machin, parce que ça brise la monotonie, ça je suis d'accord, mais pas pour devenir une meilleure, plus fort, quoi. Alors, le dernier trait que je vais te partager est d'un tout autre niveau. Ouais. Tout simplement parce qu'il est le plus destructeur de tous. Partie 5, ils ont une addiction et ils préfèrent que ça reste le cas. C'est quoi l'addiction de Tiger Woods? Ils ont une addiction et ils préfèrent que ça reste le cas. Non, parce que j'aime les choses qui font des addictions, mais c'est mieux de ne pas avoir l'addiction. Tiger Woods était au sommet du golf mondial, Le sexe? admiré comme un athlète parfait et un modèle de discipline. Mais derrière cette image clean, il cachait une addiction à la tromperie qui a explosé publiquement. Une addiction à la tromperie. Donc c'est pas au sexe, c'est au fait d'être infidèle. Avec toutes ses relations secrètes, ses scandales, sa vie personnelle est détruite devant les médias du monde entier. Et là, tu pourrais me dire, ouais, mais en quoi tromper sa femme et l'addiction, c'est un trait de réussite? Eh bien, la vérité, c'est que... Attention, il va faire une pirouette. Encore plus impressionnante que quand il a dit qu'Elon Musk, il avait bien fait de payer des gens pour jouer à sa place. Tout le monde a des tendances addictives. Pour certains, ce sont les femmes. Pour d'autres, ça peut être le sucre. Et cette addiction vient de la même source, de ton côté sombre. C'est cette partie de toi qui ne sort que lorsque tu te sens en sécurité ou lorsque personne ne regarde. Mais en réalité, ton côté sombre, tes addictions, eh bien, tu peux le canaliser. C'est vrai que j'aime fumer du chanvre commun dans le noir. Il y en a qui peuvent être obsédés par les réseaux sociaux, tout Et je comme il y en rigole a comme qui ça. peuvent être obsédés par construire un business. C'est la même énergie obsessionnelle canalisée à deux endroits différents,
Bien canalisée, elle peut t'amener à une vie de rêve. Mal canalisée, elle peut t'amener à une vie très misérable. Le problème, c'est que la société t'apprend à combattre tes obsessions au lieu de les rediriger au bon endroit. T'as sûrement déjà entendu « Ouais, il faut que tu sois plus équilibré. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Il faut On que a là, fait tu des te guillemets, reposes, aucun sens. ne deviens pas obsédé. » Non. Les gens qui révolutionnent ce monde ne sont jamais équilibrés. Ils sont obsédés par les bonnes choses. Ah donc tu peux avoir des addictions, comme lui peut avoir une addiction au fait de devenir meilleur, de devenir plus fort, ça c'est une bonne addiction. Ou l'addiction au sport par exemple. Ceux qui veulent des vies extraordinaires ne sont pas équilibrés. Dis-toi, Steve Jobs, il était obsédé par la perfection. Kobe Bryant, il était obsédé par l'amélioration. Et Elon Musk, il est obsédé par l'innovation. C'est un peu la même chose. C'est leur addiction à la réussite qui les ont menés au sommet de la montagne. Et la question maintenant, c'est comment toi aussi tu peux rediriger ton énergie obsessionnelle vers la réussite. Déjà, première étape, fais un point actuel sur tes addictions. Oh putain, Sur quoi tu dépenses le plus de temps, d'argent et d'énergie. pas vrai, je veux même pas tant d'addiction en plus. Je crois que j'ai une personnalité addictive, mais franchement là j'ai pas trop d'addiction. Ensuite, deuxième étape, Tout est contrôlé. trouve des obsessions productives qui pourraient te donner les mêmes shoots de dopamine. Par exemple, si tu aimes la progression, tu aimes te voir évoluer, bah lance un projet où tu peux traquer tes résultats. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut et machin. En fait, moi, j'aime pas, c'est l'injonction à ça. Et quand ils disent machin, qu'il faut se mettre une pression et tout. Mais je crois que tout le monde, si tu le fais en mode chill et que tu mets pas de pression comme ça, apprendre des nouvelles choses, devenir meilleur dans un truc et tout ça, quand ça n'est pas un objectif sur lequel tu te mets de la pression, c'est toujours un peu satisfaisant et stimulant. Ça, on va le reconnaître. Mais pour moi, ça devient malsain si tu te mets une pression pour ça. Mais il y en a pour qui ça marche peut-être aussi, hein, comme ceux qui aiment bien être soumis à du stress et tout. Mais pour moi, c'est très court terme, il y a certaines périodes de vie, et parce que t'as vraiment besoin d'un truc comme ça, parce que c'est avec ta personnalité et tout, mais... Et enfin, troisième étape, tu vas faire un transfert d'énergie de ton ancienne addiction. Ouais, mais c'est pas possible. Et à chaque fois, ça m'énerve quand les gens racontent, en fait, avant, j'étais alcoolique, et j'ai transféré tout ça dans le sport, en fait. Je suis devenu addict au sport. Harry Potter, c'est le cas. Le gars qui faisait Harry Potter, il racontait j'ai une période d'alcoolisme et puis le sport, après je fais plein de sport et tout. Je fais mais ça va, c'est bon, merde. Idéalement, fais une transition brutale parce qu'une ancienne addiction, tant que t'as un pied dedans, c'est toujours dur de s'en sortir. Et dis-toi, on ne supprime pas une addiction, on la remplace. Encore une fois, les gens les plus performants de ce monde ne sont pas équilibrés. Ils sont obsédés par les bonnes choses. Alors si t'aspires à de grandes choses, Daniel arrête Radcliffe, d'essayer merci. d'être normal. Il faut que tu sois obsédé. Maintenant, si tu veux transformer ton obsession et apprendre des compétences utiles et rentables, alors je t'invite à aller voir la suite de cette vidéo en cliquant juste ici. Dedans, je vais t'apprendre les meilleures compétences qui vont te permettre de surpasser 99% de la population. Il y a lu en plusieurs trucs, à plusieurs époques. 5 compétences qui sont indispensables. Des compétences intemporelles, et là il est en statue et en Napoléon et puis dans le futur. Il est incroyable. Moi j'adore toujours DreamHack, c'est bien, c'est ludique, c'est simple, il fait ça en plusieurs points. Ça nous fait parler un petit peu de la vie, c'est léger. Il faut de temps en temps qu'il soit là parce qu'au moins c'est pas... il faut pas tout le temps des propos trop graves. Hein.